l'exemple précédent d'Olivier faisait référence à un cas individuel. Je propose cette fois de prendre un exemple collectif et de voir comment l'ombre procède pas à pas pour encercler un terrain. Ce terrain sera ici celui de la cigarette et des femmes. On va voir comment, sous l'effet de manipulations malveillantes, des générations de femmes se sont rapprochées de la cigarette, au profit bien sûr de l'industrie du tabac. Il y a eu 4 étapes clés dans cette manipulation, mais à quelque chose près, c'est toujours un petit peu la même logique qui s'applique, quel que soit le terrain ou le thème. D'abord, la première étape consiste à cibler un terrain. En l'occurrence, ici, ce sera le cas de la femme. Deuxième étape, on cible un usage. L'usage, c'est une manière collective d'agir. Et on va essayer, dans cette seconde étape, de faire muter un usage en disant, par exemple, qu'il n'y a pas assez de règles morales, ou qu'il y en a trop, ou bien qu'elles ne sont pas bonnes, ou quelque chose comme ça. La troisième étape, on va s'appuyer en général sur le droit, sur une légalisation pour établir une nouvelle norme que l'on veut imposer. Dernière étape, étape 4. Il ne reste plus, une fois que les 3 étapes précédentes ont été passées, il ne reste plus qu'à répandre cette norme à coup de propagande. Alors, dans mon exemple, c'est-à-dire celui de la cigarette, euh, l'usage sélectionné, la règle morale ciblée était les suivantes. Il est tabou pour les femmes de fumer en public. Alors, ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, fumer était un comportement réservé aux hommes. Vous avez par exemple un article du New York Times du 26 septembre 1904 qui raconte comment l'arrestation par un policier de 2 femmes qui fumaient à l'intérieur d'une voiture. Bon, ça nous semble bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc l'usage sélectionné, c'est il est tabou pour les femmes de fumer en public. Et l'objectif va devenir, il faut changer cet usage. C'est ainsi que le tabou de fumer pour les femmes a commencé à tomber, historiquement, au même moment où les femmes accédaient au droit de vote, à des conditions de travail, au droit à l'éducation. On assiste donc à la mise en relation proprement diabolique entre la cigarette et la position culturelle de la femme, comme si l'un était relié à l'autre, ce qui est une croyance. Le subterfuge consiste à laisser penser que la cigarette a un rôle dans cette émancipation, au point qu'elle fut longtemps associée au féminisme et à la libération de la femme. La manipulation psychologiste a donc consisté à assimiler la cigarette à l'égalité homme-femme. La cigarette est même devenue l'un des symboles clés du féminisme, pendant que les industries du tabac s'enrichissaient inconsidérément. Une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'à activer la propagande, c'est-à-dire installer un peuple dans une nouvelle norme, en l'occurrence une norme mortifère, puisqu'il s'agit de la cigarette. Fumer devient un geste d'émancipation et d'affirmation pour la femme. Et ce scénario manipulatoire en souffrait au plus grand bénéfice des cigarettiers de l'industrie du tabac. Le but est donc atteint. Les femmes, elles aussi, sont désormais consommatrices et clientes au nom d'une équation montée de toutes pièces, qui est la suivante. Femme plus cigarette égale libération. Alors, entre sponsoring et parrainage autour de produits du tabac, de publicité aussi et de marketing, la propagande se met en marche et l'industrie du tabac s'expanse en multinationale. Fumer devient la norme et fait l'objet d'un marketing effréné. Rappelez-vous, en tout cas pour les plus âgés, que la cigarette était présente dans les débats télévisés les plus intellectuels, les plus à la mode, mais aussi dans les meetings politiques, les publicités, sans parler des acteurs de cinéma payés des sommes astronomiques pour fumer, qui permettaient ainsi de représenter les marques. Petite parenthèse, on fait de même aujourd'hui avec les marques sportives en payant une fortune des sportifs reconnus. Bon, revenons au tabac, on sait que ces industries sont allées jusqu'à distribuer gratuitement des cigarettes lors des guerres pour créer une dépendance. On sait aussi euh, que cette industrie finance des études pour connaître le profil psychologique des jeunes pour vendre toujours plus.
Alors, des décennies plus tard, les industries du tabac commencent à être critiquées, la popularité des cigarettiers est en baisse. On constate que le tabac ne rend pas seulement dépendant, mais qu'il tue et coûte cher à la société. On se rend compte aussi qu'il n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Par exemple, tous les mégots sur les plages, les incendies multiples qui se déclarent souvent à la suite d'un mégot jeté par une voiture, et ainsi de suite. Et puis, d'une façon générale, disons qu'on l'associe à une intoxication. Les soucis liés à la santé, à l'écologie, au bien-être personnel, ternissent l'image du tabac. Que font les lobbies? Vous ne pensez tout de même pas qu'ils vont s'arrêter là? Eh bien, ils essayent de s'infiltrer autrement, en présentant la cigarette électronique comme un outil de cessation du tabagisme ou par des actions sociales servant à attirer la sympathie de la population. Par exemple, l'industrie du tabac finance des partis et des campagnes politiques, ce qui leur permet de siéger à des conseils d'administration et de se prononcer sur des décisions visant à réduire le tabagisme. Bon, ceci pour dire que le diable qui sort par une porte est assez malin pour abandonner un terrain et en cibler un autre, dans les mêmes buts, mais souvent avec ou sous une apparence différente, dirons-nous. Aujourd'hui, fumer est plutôt vu comme un faux symbole de libération. La falsification a été mise à jour. Les parents actuels sont ceux qui étaient convaincus hier par le symbole libérateur de la cigarette, conseillent souvent à leurs enfants de ne pas fumer. L'État français est informé du coût économique que ça représente, il fait marche arrière et interdit la promotion de ces produits. Et d'un autre côté, pour prendre l'exemple de 2020, parce que je n'ai pas de chiffres plus récents, l'État français a touché 15 milliards et demi d'euros grâce aux taxes liées au tabac. Ce sont quand même des entrées fiscales non négligeables, hein. En comptant la TVA plus le droit de consommation sur les tabacs, je crois qu'on est autour de 82% du prix d'un paquet de cigarettes qui revient à l'État et qui le réinjecte en partie dans la sécurité sociale. Bon, la morale de l'histoire, c'est que femme ou homme, l'être humain possède une polarité yin et yang, féminine et masculine. Si la femme et l'homme sont distincts sur le plan anatomique, il n'y a pas lieu d'envisager différemment leur légitimité, leur statut ou leurs droits sur un plan sociétal. Pourtant, l'histoire nous montre que les droits accordés n'ont pas été envisagés sur le même niveau et que cela crée une faille juridique entre les sexes. Eh bien, le funeste n'a donc eu qu'à s'introduire dans cette faille collective dont nous sommes responsables collectivement, c'est-à-dire dans cette disparité entre les sexes pour y déposer sa braise. Et l'exemple de la cigarette dont je viens de parler n'est bien sûr qu'un exemple parmi d'autres. C'est par l'entremise de ce fractionnement historique que le funeste a pu s'immiscer pour imposer la cigarette, c'est-à-dire faire du tabac un vecteur fictif d'égalité entre les sexes et un marqueur de la libération de la femme, ce qui bien sûr est absurde intellectuellement. Autrement dit, si hommes et femmes avaient joui historiquement d'une reconnaissance naturelle égale, si une faille n'était pas apparue entre eux au niveau de leurs droits, cette propagande cigarettière n'aurait pas eu lieu d'être ou n'aurait pas fonctionné. Et il n'y aurait pas eu les dégâts sur la santé que l'on connaît, ni l'endressement d'industries à l'origine de nombreuses maladies et décès. Bref, en bref, donc en surfant sur une doxa, c'est-à-dire une opinion dominante, c'est en manipulant les images, les symboles, les mots et les discours que l'ombre étend son royaume. Le funeste est polymorphe, intelligent, tentateur et à l'origine d'épreuves existentielles variables selon les histoires de vie de chacun. Mais il n'est pas invincible. Par ailleurs, on aura compris qu'il n'est pas non plus l'ennemi que nous croyons, tout au contraire, puisque que ce soit dans l'exemple d'Olivier précédemment ou dans cet exemple-ci de la cigarette, on constate que le fait est que nous avons besoin de lui pour identifier nos faiblesses, nos failles et nos disjonctions. Est-il notre meilleur ennemi? Je ne sais pas, chacun le dira. Euh, dans tous les cas, gare aux promesses alléchantes ou les solutions faciles du funeste, parce que ces promesses et ces solutions sont douteuses et se cachent assez souvent derrière une apparence de progrès. Mais finalement, bon, qui peut dire qu'il n'a jamais cédé ou ne cédera jamais aux promesses du funeste? Ça, je ne sais pas.